Bonjour à tous, 195 pays et 12 jours seulement pour trouver un accord historique sur le climat. Si rien n'est fait, 100 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans la pauvreté d'ici 2030. Sécheresse, inondations, typhons, pour changer nos économies, anticiper et s'adapter au choc climatique, il va falloir beaucoup d'argent. Ce sera parmi tous les obstacles à la COP21 le plus difficile à surmonter. Pour comprendre comment changement climatique et argent sont liés pour obtenir un accord, Pascal Canfin est notre invité. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'ancien ministre du Développement de François Hollande, conseiller principal sur le climat pour le World Resource Institute, auteur de Climat, 30 questions pour mieux comprendre la conférence de Paris, votre livre qui s'affiche à l'écran. Monsieur Canfin, une première question très simple. Pourquoi a-t-on besoin d'argent ? Parce qu'il faut investir dans la transition, d'une part. Donc, il faut de l'argent pour investir. Il ne faut pas plus d'argent, il faut mieux d'argent. C'est-à-dire qu'il faut changer les structures d'investissement, faire moins de centrales à charbon, moins de pétrole, etc. et plus de renouvelables, par exemple, pour le secteur de l'énergie. Donc, il y a besoin d'engagement financier pour aller dans cette direction. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est l'argent pour s'adapter. Notamment les pays les plus vulnérables, les pays les plus pauvres, qui sont, et c'est une injustice flagrante, à la fois les moins responsables des émissions et en même temps les premières victimes du dérèglement climatique. Et donc c'est normal de faire jouer la solidarité climatique internationale et que c'est d'ailleurs une de leurs priorités, ces pays pauvres, on leur permette de s'adapter au choc climatique. Donc très concrètement, il faut quoi par exemple? Il faut de l'argent pour construire des digues, il faut de l'argent pour compenser la perte des maisons quand il y a des typhons. Concrètement, pourquoi il faut de l'argent? Par exemple, il faut de l'argent pour faire une centrale solaire ou pour faire de la géothermie au Kenya, etc. Et de l'autre côté, il faut de l'argent pour s'adapter. Donc concrètement, ça veut dire par exemple faire une digue. Moi, lorsque j'étais au gouvernement, j'ai eu l'occasion d'aller à Dakar, dans la baie de Dakar. Et dans la baie de Dakar, vous avez aujourd'hui des villages qui sont engloutis progressivement par la montée de l'océan. Bon, eh bien, ces personnes qui n'ont jamais émis de gaz à effet de serre dans leur vie sont parmi les plus pauvres du Sénégal, villages de pêcheurs. Eh bien, voient leur maison perdue. Et donc, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces personnes? Et donc, si on n'est pas capable de financer une digue pour bloquer la montée de l'océan, et si on n'est pas capable de réduire nos émissions pour éviter que les chocs se multiplient demain, on n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est pour ça qu'il faut de l'argent. Et puis, peut-être faudra un jour de l'argent pour une troisième raison. C'est ce qu'on appelle dans les négociations les pertes et dommages. Les pertes et dommages, c'est quoi? C'est pas du financement pour réduire les émissions, pas du financement pour s'adapter, mais du financement pour compenser le fait qu'il y aura de toute façon des chocs climatiques, qu'il y aura des impacts négatifs, quoi qu'on fasse aujourd'hui, puisque la machine est malheureusement lancée. Alors justement, on va regarder ensemble une petite explication pour comprendre exactement donc, de combien d'argent on a besoin et où on en est. Regardez. C'est l'histoire d'une course de fond. De tous les obstacles sur la route d'un accord à Paris, un pourrait nous faire trébucher. L'argent. Pour réduire les émissions de CO2 et s'adapter au changement climatique, il en faut beaucoup. Alors en 2009, les pays les plus riches ont eu une idée. Ils ont promis aux pays du Sud un gros pactole pour faire face au changement climatique. 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Pour ça, l'ONU a sa propre tirelire, le Fonds vert pour le climat, qui va récolter une partie de l'argent. Pour l'instant, dans la cagnotte, il y a 10 milliards de dollars de promesses de dons publics. C'est très peu. Heureusement, ces 100 milliards ne dépendent pas que du Fonds vert et des généreux gouvernements. Les entreprises privées comprennent que l'économie verte peut rapporter gros. Privé et public confondus, on est donc à 62 milliards. Et si je vous disais qu'il faudrait encore rajouter un zéro ? 1000 milliards de dollars par an jusqu'en 2050. On estime qu'il faudrait cela pas moins pour financer la transition vers un monde plus propre.
Alors Pascal Canfin, parlons ensemble de ce chiffre de 62 milliards. Il est issu d'un rapport de l'OCDE, donc des pays riches. 62 milliards, on est à peu près à mi-course par rapport à ce qu'on avait promis. Est-ce que ce chiffre, il est bien pratique en réalité? Certains pays disent qu'il aurait pu être gonflé pour laisser penser que les pays riches mettent plus d'argent sur la table que ce qu'ils font en réalité. D'autres pays, les États-Unis par exemple, considèrent qu'il est trop conservateur. Donc en fait, c'est un compromis entre ceux qui voudraient le doper et ceux qui, au contraire, ne voudraient par exemple qu'il n'y ait pas du tout d'argent privé qui soit comptabilisé dedans. Or, comme cela vient d'être dit dans le petit reportage, bien sûr, il faut comptabiliser l'argent public, mais aussi l'argent privé qui est mobilisé par l'argent public. Je vous donne un exemple. La France finance au Burkina Faso une très grande centrale solaire. Il y a un investissement français avec l'Agence française de développement, mais il y a aussi un opérateur. Il y a quelqu'un qui va exploiter cette centrale. C'est un opérateur privé. Et lui aussi met au pot. Lui aussi, il investit. Et c'est normal. Pas de raison que ce soit 100% public. Parce qu'il y a des recettes qui sont affectées. Heureusement qu'il y a le privé. C'est pas heureusement. Si vous voulez, quand on investit dans l'économie, il y a une part de l'investissement qui est public et une part de l'investissement qui est privé. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est normal de prendre les deux en compte. Et là, le compromis qui a été trouvé entre ceux qui voulaient tout prendre de manière trop large et ceux qui ne voulaient absolument pas comptabiliser le privé, c'était ce fameux rapport de l'OCDE que vous mentionnez, 62 milliards, qui fait à peu près consensus. À quelques détails près, mais ce n'est pas important là. Et donc, ça veut dire concrètement qu'on a fait 60% du chemin. Si on y ajoute les engagements qui ont été pris depuis que le rapport est sorti, puisqu'il chiffre l'état des lieux en 2013, donc en 2014 et en 2015, il y a des engagements nouveaux, on est autour de 80 milliards. Donc, ça veut dire qu'il est assez probable qu'on réussisse à arriver à la trajectoire des 100 milliards et donc à honorer notre engagement. Comment contrôler où cet argent va aller ? Cet argent qui va être récolté, comment il va être dépensé? Comment on peut faire pour contrôler ça? Il y a plusieurs options. La première, c'est déjà que dans l'accord de Paris lui-même, et c'est une des dimensions importantes de la négociation, il y ait des dispositifs de transparence pour qu'on sache, on puisse flécher en quelque sorte l'argent. Le deuxième élément, ce sont les banques de développement et le fonds vert. C'est-à-dire que lorsque l'argent passe par l'Agence française de développement ou par la Banque mondiale, ce sont des institutions bancaires qui doivent être capables, normalement, et elles le sont, de dire cet argent, il a servi à ça, j'ai un reporting, j'ai un bilan, j'ai un impact, etc. Donc l'idée que cet argent se perdrait dans les sables, honnêtement, ça peut arriver, mais ce n'est vraiment pas un enjeu majeur, à condition, et c'est comme je le disais, un élément majeur de l'accord, qu'il y ait bien ces dispositifs de transparence qui soient négociés et adoptés à Paris. Alors, on l'a compris, tout l'argent, bien sûr, ne vient pas forcément des États. Je vous propose de regarder un reportage au Nigeria. C'est un des pays les plus vulnérables à la montée des eaux. À Lagos, qui pourrait être rayé de la carte avant la fin du siècle, on construit un mur contre l'Atlantique pour protéger la côte. Et tout cela est financé par de l'argent privé. Regardez. Le mur prend de la hauteur pour amortir l'assaut des vagues. Derrière, une terre nouvelle. Depuis le printemps 2008, des bateaux chinois crachent du sable collecté en mer. 8000 mètres carrés de terre supplémentaire chaque jour. Il y a 6 ans, l'île Victoria ressemblait à cela. Aujourd'hui, 5 millions de mètres carrés de terre ferme en plus. Le projet Éco-Atlantique est salué par la Fondation Clinton comme un des plus enthousiasmants et des plus ambitieux d'Afrique. Je vous le dis, un nombre de gens incalculable viendront étudier ce projet. Le premier immeuble est déjà sorti de terre. 400 000 personnes devraient travailler ou vivre sur la presqu'île. Prix d'un 4 pièces, $1 million. Salaire moyen au Nigeria, $120 par mois. Et tout cela, l'État n'y est pas pour grand-chose. Les fonds sont libanais. Ce projet ne coûte pas 1 centime au gouvernement local. C'est financé à 100% par des fonds privés. Un îlot de luxe non loin des quartiers pauvres, la critique est vite arrivée. Où que vous alliez dans le monde, dans les pays développés, comme on dit, vous avez des endroits où tout le monde ne peut pas se permettre d'habiter. Le haut du panier du marché de l'immobilier. C'est ce qu'on fait ici, ni plus, ni moins. L'autre idée derrière tout cela, transformer Lagos en une mégalopole attractive pour le tourisme et les affaires.
On a devant nous ce à quoi Eco-Atlantic va ressembler. On pourrait comparer cela à d'autres endroits du monde, comme la Côte d'Azur française, Monaco, tout le sud de la France, Dubaï, tout ce que vous voulez. Ce sera même mieux qu'un Hong Kong africain. Vous savez, il y a 7 merveilles du monde, ce sera la 8e. Ce sera la 8e merveille du monde. Voilà ce que j'en pense, parce que je sais ce qui va sortir de terre. Une dernière question, est-ce que cette question de l'argent, ça peut faire échouer ou non la conférence de Paris, selon vous? Oui, parce que je ne vois pas comment les chefs d'État africains pourraient signer à Paris un accord s'il n'y a rien pour eux. Et donc, non seulement il faut montrer qu'on est capable d'honorer les 100 milliards dont on parlait à l'instant, mais aussi de dire ce qui va se passer après 2020, puisque les 100 milliards, c'est en 2020. Donc, qu'est-ce qui va se passer avant 2020? Après 2020, le premier élément de l'accord, c'est de dire qu'il y aura en 2021, en 2022, en 2023, au moins 100 milliards encore. Donc, c'est une croissance des financements. Et le deuxième élément, c'est de cibler davantage les besoins d'adaptation. L'adaptation, c'est la priorité des pays africains. Comment on fait pour s'adapter au choc climatique? Et donc, certes, il faut de l'argent dans les centrales solaires, dans les renouvelables, etc., pour diminuer les émissions, mais il faut aussi de l'argent pour s'adapter au choc climatique. Or, c'est cet argent-là qui manque. Cet argent-là manque parce que, généralement, c'est de l'argent public, ce n'est pas de l'argent privé. Et du coup, le privé ne peut pas compenser si le public ne le fait pas. C'est pour ça que c'est une dimension très importante de l'accord de Paris. Merci beaucoup Pascal Canfin d'avoir été notre invité. Restez avec nous sur France 24 pour tout comprendre de la COP21, la conférence climat de la décennie.